Bonjour à tous, nous voilà donc réunis pour l'épisode 7, la tour de Babel. Nous allons donc faire une petite appel avant de faire le sommaire. Bonjour Brian, Bonjour. bonjour Naoko, Salut! bonjour moi-même, bonjour Vincent, Bonsoir. et bonsoir à l'intelligence artificielle Xana. Bonsoir. Donc l'épisode 7, la tour de Babel, se déroule en trois axes distincts. Le premier, c'est Nadia qui est sous l'emprise de Gargoyle. Il apprend très vite en menaçant Marie où se trouve la pierre bleue, et Nadia en est désolée. Et puis il va la balader pendant une bonne partie de l'épisode avant d'encore la manipuler d'une certaine façon en gardant Marie et le lion dans un jardin en lui montrant que ça se passe bien pour eux pour le moment mais que ça pourrait très vite dérailler. Par la suite, on a le deuxième arc qui est globalement sur Grandis et ses sbires qui se font enfermer en montrant qu'ils sont un peu gaguesques mais qui sont très sérieux parce que c'était de la comédie, puis à s'échapper. Et de l'autre côté, il y a Jean qui est encore en train de traquer et de s'échapper partout. Et ces deux groupes finiront tous les deux par être dans le même train à un moment et finir par arriver dans le cœur de la tour de Babel avant de s'y retrouver. Puis il y a la dernière partie de l'épisode où il y a l'activation de la tour de Babel qui dure à peu près 7 minutes et qui fait monter la tension pendant un long moment avant de nous montrer quelque chose d'effarant. Voilà. Donc, Brian, à vous les studios pour votre avis. Alors cet épisode, moi personnellement, j'ai bien aimé parce qu'il était dans la même veine que l'épisode précédent. Et voilà, on commence l'épisode vraiment avec Nadia qui a été arrêtée hors champ, qui est confrontée pour la première fois dans cette série face au Seigneur Gargol, qui a l'air de la connaître depuis, depuis longtemps, alors qu'elle ne le connaissait. Et sincèrement, ce méchant, il est très intéressant parce qu'il sait comment la manipuler, comment la faire perdre ses moyens en menaçant Marie et King de tuer. Et franchement, elle était vraiment obligée à dénoncer Jean. J'ai trouvé cette scène vraiment très forte. Et la scène où ils sont dans le jardin, où il essaye vraiment de la ranger de son côté, il ne marche pas, c'était vraiment quelque chose. C'est un excellent méchant. Sincèrement, c'est un truc que j'ai vraiment aimé. Du côté de nos gentils, on a la team Grandis qui est toujours aussi marrante à suivre. Mais je trouve ça vraiment bizarre que ce soit comme par hasard dans le même train, juste à côté du wagon dans lequel Jean se trouve. Bon, le hasard fait bien les choses, on va dire. Mais sinon, il y a une dynamique qui m'a un peu plu aussi, c'est la dynamique entre Marie et King quand ils réclament à manger. Ça m'a bien fait rire. Mais ça, et du côté de la tour de Babel, mais mon Dieu, cette scène où elle explose l'île, c'était quand même très fort. Donc, j'ai hâte de voir la suite. À vous les studios. Donc à toi, Naoko. Bah ouais, j'ai plutôt bien aimé. Il y a juste un truc qui m'a un peu fatigué, c'est que, alors dans l'épisode précédent, il y a Marie qui prenait Nadia un peu pour sa maman et d'un seul coup, elle l'appelle à nouveau Nadia, elle l'appelle plus maman. Elle me dit ah bon, c'est mieux, je préfère, mais c'est assez bizarre, surtout que même lorsqu'elle s'était fait enlever, elle avait crié maman, maman dans l'épisode précédent pour appeler Nadia, alors que là, elle appelle nouveau Nadia. Pareil, j'ai trouvé ça. Sinon, pareil, j'ai trouvé ça intéressant la dynamique entre le lion et Marie, parce que on sent vraiment que les deux seraient proches, qui comptent l'un sur l'autre. Avec King notamment qui protège Marie. Lui étant un lion, elle est une petite fille assez fragile qui a souvent des problèmes apparemment. Et autrement, c'est vraiment l'épisode où on voit que malgré leurs airs de clown, la team grandit et en réalité qui était hyper sérieux. Parce que vraiment, et ils font semblant d'être des clowns lorsqu'ils se font mettre en prison, mais ils se reprennent, mais plus personne ne les regarde, ils se reprennent facilement, et puis il y a Grandis fait, ouais, d'ailleurs, qui fait, oh, ces deux mecs, quand les deux là se, quand les deux là,
ces hommes se chargent d'ouvrir l'un en écartant les barreaux et l'autre en crochetant la serrure. Bon, j'avais pas l'impression qu'elle avait une épingle à cheveux dans ses cheveux. Je me suis dit bizarre. Ouais, bah, j'ai toujours les cheveux lâchés et puis j'ai pas d'épingle à cheveux. Enfin bref. En tout cas, ça promet beaucoup pour l'épisode suivant, surtout par rapport au fait que déjà, c'est super parce qu'on apprend encore plus sur sur la bande de méchants, les Atlantes, du genre. Sur les motivations notamment de Gargoyle, et vraiment on a l'impression que oui, ce qu'il fait c'est diabolique, mais pour lui c'est pas diabolique, ça vient de Dieu, c'est Dieu c'est pour Dieu, ce qui est pas non, voilà, ça promet beaucoup pour la suite. Donc bah toi Vincent. Alors, j'ai bien aimé cet épisode parce que il y a toujours autant de tensions. D'abord, il commence, on apprend que le chef Gargoyle connaît Nadia, il connaît sa famille, tout ça. Nous, non, et Nadia a peur de s'en souvenir. On retrouve Mary et King en otage pour faire parler, qui sont en otage pour faire parler Nadia. Et j'aime beaucoup comment le méchant est fait. Il n'hésite pas à tester l'arme sur un de ses soldats pour prouver à Nadia, et je le ferai, hein, je le ferai si tu parles pas. Et donc du coup, forcément, elle le dit tout, et du coup, Jean est recherché. Bon, personnellement, cette scène m'a pas vraiment inquiété, ne m'a pas inquiété pour Marie, parce que je me doutais bien qu'il pouvait pas la buter. Au milieu de la série, en tout cas. Suite à ça, on est de retour sur la team Grandis. Ils jouaient les victimes, mais en fait, ils savent très bien quoi faire, tout ça. Et c'est là que je me dis, c'est pas seulement des rigolos, ce sont des génies. Une transition après, on voit Jean qui parcourt les souterrains. Il tente de rejoindre le château où est enfermée Nadia en passant par un wagon. Après cela, on a un petit aperçu de Nadia qui se fait servir son repas. Cette fois, les méchants la traitent bien, selon les ordres du chef, qui la considère comme une princesse. Nadia ne comprend toujours pas pourquoi. Suivi d'un gag où on fait croire que Mary et King ne sont pas bien traités, mais en fait non, j'y ai cru moi. Franchement, ça m'a bien fait rire la chute. Après tout, Nadia obéit. Pourquoi est-ce qu'il ferait une chose pareille à ces deux-là? Les méchants sont vraiment intéressants pour moi parce que là, ils montrent un autre côté d'eux. Ils sont persuadés de faire une bonne chose. Et ils le montrent. De retour sur la team qui faisait curoupiller, elle s'enfuit. Après encore autre chose. Ah oui, le méchant qui relève son plan à Nadia. Alors du coup, on apprend qu'il veut s'emparer de la science atlante pour devenir dieu, être digne d'un dieu atlante. Il veut montrer à Nadia sa toute-puissance. Bien sûr, elle s'y oppose, mais bon, il va la forcer. Quoique avant, il lui a quand même montré tout en douceur à quel point il peut être gentil. Oh, on a fait un jardin, oh, prends soin de la fille et du lion. Tu vois, on peut être gentil, c'était de notre côté, tu vois, ce genre de truc. Franchement, j'adore ce méchant. Ensuite, on voit qu'est-ce qu'ils projettent, quelle est leur arme. C'est une réplique de la tour de Babel, rien que ça. Elle sert de générateur pour l'île, mais également d'arme pouvant raser des régions partout sur la planète grâce à un satellite étant mis en orbite autour de la Terre. Bien sûr, Nadia veut pas voir ça, mais le chef va lui forcer, il veut lui montrer à quel point il peut être Dieu. J'aimerais noter aussi pour le discours de Gargoyle, on voit dans la mise en scène que sa secte, voilà, ils sont pas une centaine, il y a même des gens qui ont l'air normal, entre guillemets, qui ont l'air d'adhérer à sa secte. Suite à ça, on peut voir Jean et la team sortir du wagon et se croiser, et on va voir ce que ça va donner. Et en même temps, on a la scène où la tour de Babel cherche son énergie afin de tirer. Et franchement, c'est palpable. Ça dure environ 2-3 minutes et c'est vraiment palpable. Ok. Et franchement, moi, je vous jure, j'avais peur à ce moment-là. Je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Oh là là. Et quand on voit le résultat, c'est vraiment terrifiant. Ils peuvent transformer une île en un immense cratère fumant. Et soit en passant, il y a le Capitaine Nemo et son équipage qui apparaissent à l'écran. Ils captent l'énergie et devinent que c'est la tour de Babel. Ah, qu'est-ce que cela veut bien pouvoir dire? Et l'épisode s'arrête ici. Et moi, je trouve ça juste génial. Eh ben merci, mon cher Vincent. À toi, Xana. Alors, en fait, c'est un épisode qui est un peu... qui, du coup, est centré... qui, du coup, fait la part belle aux méchants. Parce qu'on a d'un côté Gargoyle,
où on voit un peu tout ce qu'il a, on voit un peu, on voit sa puissance, on voit ce qu'il est capable de faire, de créer des choses, mais aussi capable de les détruire. Et en fait, c'est pas genre il veut glorifier un dieu ou quelque chose. En fait, il se prend vraiment pour Dieu, en fait, à la limite, parce qu'il dit je crée, je détruis comme Dieu, en fait. Et du coup, on voit toute sa puissance, et moi, je trouve ça intéressant. Et de l'autre côté, on a aussi la team Grandis qui, en fait, j'ai l'impression ils sont limite conscients d'être des bouffons, et du coup, ils en jouent. Ils en jouent pour tromper leurs adversaires et s'en sortir. Et ça, je trouvais ça intéressant. Et d'ailleurs, on voit un peu, on démarque un peu plus la personnalité entre les deux Gugus là qui accompagnent Grandis, avec un qui est beaucoup plus cérébral et l'autre qui est beaucoup plus dans les muscles. Et j'aime bien le gag parce que du coup, ils ont tous les deux une approche différente pour se barrer et ils réussissent en même temps. Donc ça, c'était assez marrant à voir. Et aussi, donc on voit Nadia qui est traitée en princesse par Gargoyle, donc on se demande pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire. Bon, par contre, il y a un petit détail qui m'a un peu fait bizarre, c'est que dans la VO, ils disent princessu, mais ils disent pas Hime, alors que c'est un terme pour désigner une princesse normalement. Bon, après, c'est un détail. C'est juste que ça m'a frappé sur le coup, en fait, ils disent pas ça. Et du coup, voilà. Et aussi, la scène de la tour de Babel, géniale. Elle est juste géniale. Toute la tension, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Oui, à l'intérieur, parce que Jean et toute la team se sont retrouvés à l'intérieur comme des cons. Et du coup, ils se font électrocuter de tout part. Bon, à mon avis, ils vont pas mourir. Mais voilà, et la scène où ils détruisent une île en mode un peu étoile noire, moi je trouve ça cool et ça pose bien le méchant parce que dans les épisodes précédents, c'était on capture des gens et on tue ceux qui résistent. Là, on détruit des villes en un coup. Donc niveau menace, ça augmente bien. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que ce méchant va nous proposer en termes d'action et surtout en termes d'histoire par rapport à Nadia et visiblement à son père parce que je crois qu'il est mentionné dans l'épisode si je me souviens bien. Et c'est tout. D'accord. Bon, bah, c'est à mon tour. Bon, alors... bon, on va quand même faire 2-3 points qui vont être correctifs, mais bon, du coup. Alors, on commence l'épisode, donc on a notre... Ça dure très court. D'ailleurs, c'est un des défauts que j'ai trouvé, pour moi, en tout cas, c'est que Gargoyle ne met pas du tout longtemps à faire lâcher le morceau à Nadia où était la pierre bleue. Cette scène va vachement vite, dans les 2 minutes, c'est fait. Bon, on montre qu'il est prêt à tout, il tue même ses hommes, les membres de son propre peuple, sans aucune vergogne, pour lui montrer qu'il plaisante pas. Enfin après, pour moi, il aurait peut-être pu tuer Marie, hein, il lui restait toujours Lionceau à menacer, ou l'inverse, mais bon, on connaît le générique. Voilà. Après, bon, il n'y a pas que ça. Il y a tout un tas de choses qui sont à développer. Par exemple, il y a aussi son côté dans le jardin, donc toute la scène où il parle. Il parle aussi de la tour et il parle de sa création des plantes. Mais c'est pas vraiment qu'il se prend pour Dieu, pour moi, que ça montre. Et ce qu'il est en train d'insinuer, c'est littéralement que le peuple de l'Atlantide, enfin que Dieu n'a jamais existé, que le peuple de l'Atlantide, c'est Dieu dans ce monde. Et que c'est la tour, quand il dit que c'est la tour de Babel qui a causé d'énormes ravages par le passé, il y a des dizaines de millénaires, et que c'est ça qui est dans la Bible, je pense que c'est vrai. Et qu'il nous montre la réalité du monde et que c'est ça. Et maintenant qu'ils ont réussi à refaire ça, ça va repartir comme dans les évangiles. C'est ça que je sens, moi. Après, il y a tout le reste. On apprend aussi que Nadia, c'est une princesse. Enfin, il la traite comme telle. On se demande pourquoi. Peut-être que c'est parce qu'elle l'est vraiment. Après, il parle de son père comme s'il était aussi borné qu'elle. Donc peut-être qu'on va rencontrer son père à un moment ou à un autre. Je sais pas. Mais si son père est comme ça, il y a de grandes chances que son père soit pas du tout un copain de Gargoyle. Après, il y a plein de choses. Bon, après, on a le deuxième passage qui est sur l'équipe de Grandis. Là, l'équipe de Grandis, bon, oui, ils montrent qu'ils sont débiles. Enfin, c'est pas vraiment qu'ils sont débiles et qu'ils sont conscients, à mon avis. C'est plutôt... C'est vraiment qu'ils ont fait exprès. Ils ont fait ça, comme ça, ils vont se barrer. Et bah, voilà, maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Et en l'occurrence, bon, je trouve quand même que les deux personnages sont assez hors normes. Parce que le gros bras, quand même, il est quand même capable de tordre des barreaux à main nue. Bon, c'est assez cohérent avec qu'on a pu le voir faire ou qu'on va le voir faire, mais quand même, il est quand même bien baraqué.
Mais tout ça pour dire que c'est vrai que cet épisode est centré sur les méchants. C'est vraiment l'épisode de Gargoyle et de enfin, c'est l'épisode de la Nouvelle Atlantide, tout simplement. C'est même pas centré sur les héros, c'est centré sur eux et leur base. Et pour le coup, ils ont une certaine appréhension des choses. Ils estiment que c'est à eux de décider et que c'est eux les maîtres du monde. Et est-ce que c'est pas un rêve d'un ancien passé? Ça, on le saura peut-être plus tard. Mais du coup, voilà. Après, bon, il y a toujours Nadia qui est en train de... Voilà, elle est forcée de faire les choses. On lui dit que les autres sont bien traités, mais moi, personnellement, je trouve qu'ils sont pas si bien traités. D'ailleurs, la scène avec Marie m'a plutôt... Enfin, la scène où Marie et Attila demandent à bouffer, franchement, c'est celle que je déteste le plus de l'épisode. Parce que bon, ok, c'est comme ça, mais ça dure bien 1 minute pour faire on a faim, on a faim, on a faim. Donc c'est beaucoup plus du remplissage qu'autre chose. Moi, je pense que simplement voir la scène où on les voit avoir leur AQL comme ça, et quand on voit la différence de nourriture qu'ils ont, ça aurait largement suffi. Après, c'est que mon avis. Et du coup, on voit aussi la manière industrielle dont ils sont nourris. Ça montre bien qu'ils sont en tôle, quoi. Bon, après, bon, Jean, il a fini par arriver dans les wagons. Je trouve ça... Bah oui, c'est bien. Et au final, c'est logique d'une certaine façon. Ils estiment qu'ils pourront s'échapper parce qu'on ne sait pas où vont les wagons, et peut-être que c'est un circuit fermé, et peut-être que ça les amènera hors du cratère, et par conséquent, qu'ils pourront s'échapper ou au moins préparer leurs affaires. Et ça me semble logique aussi que les autres, la tribu Grandis, fassent pareil. Eux qui en plus ont plus vu la base que Jean, etc., étant donné qu'ils y ont travaillé. On peut se comprendre qu'ils aillent vers ce wagon qui finira peut-être par les sortir à un moment ou à un autre. Donc du coup, c'est pas si forcé que ça, en fait, qu'ils se retrouvent dans les mêmes wagons. Après, il y a tout ça. Mais du coup, on montre bien que cette bande de méchants qu'on a trouvé méchants jusqu'à maintenant, c'est pas vraiment des méchants, c'est juste des gens qui sont par la force des choses, ça mène à faire des choses. Après on arrive sur... bon, il y a toujours les élucubrations de Gargoyle qui veut vraiment montrer qu'il est Dieu. Encore une fois, je pense que... Bon, il est peut-être cinglé, mais je pense qu'il y a une grande part de vrai dans ce qu'il dit. Et pour finir, on a la grande scène, littéralement, qui dure pratiquement le tiers de l'épisode, un peu moins de 8 minutes, où il y a tout l'allumage de la tour de Babel, où on montre la grande réception en haut, donc qu'on montre que c'est vraiment un peuple, c'est pas forcément des gens du commun, mais c'est vraiment un peuple, sa secte, entre guillemets, qui, avec ses aristocrates, ses soldats, tout ça. Et donc on a l'activation de la tour qui passe, on a toutes les étapes vraiment, et jusqu'au moment où c'est allumé et que ça pulvérise littéralement une île avoisinante, on est accroché à son siège et on se demande ce qui va se passer. Et à la fin, on est terrifié et ben, on a le prochain épisode qui va arriver. Voilà. Bon bah voilà, maintenant on peut discuter de tout ça. Je pense à un truc, mais c'est sans doute une connerie, mais si on nous révèle que le père de Nadia c'est le capitaine Nemo, je pète un câble. Bah je sais pas moi. Parce que ce serait trop facile. Je sais pas. Ah bon, pourquoi? J'aimerais... Ah bon, pourquoi? J'aimerais revenir sur un truc, c'est ton interprétation de pourquoi est-ce que le méchant Gargoyle veut passer pour un dieu. Je trouve ton interprétation vraiment intéressante. Mais pour moi, c'est juste un égocentrique il veut être dieu parce qu'il traumatisme d'enfance, je sais pas, un truc du genre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce qu'il dit, il dit littéralement que c'est la tour de Babel qui par le passé dans les évangiles et tout ce que tu veux qui a détruit les villes. Ouais. Et mais, quand on voit le niveau technologique de cette secte entre guillemets, parce que bon, Nemo a techniquement la même apparemment, le Nautilus est l'air d'être assez similaire, ou du moins proche, on peut se dire que c'est littéralement une ancienne civilisation, tout simplement. La vraie, pas une réplique. Moi, je pense que c'est une réplique, moi, qu'ils l'ont reconstruite en se basant sur... Non, tu veux dire la tour de Babel? Oui, c'est forcément une réplique, ils l'ont construite eux-mêmes, mais je parle de la civilisation en elle-même. Ah bah oui, c'est sûr, ils ont dû trouver des restes. Et... Voilà. Bon, après, il y a beaucoup de choses qu'on apprendra plus tard. Je crois que c'est tout ce qu'on avait à dire. Bah, à moins que vous ayez des trucs à développer par rapport à tout ce qu'on a dit. Moi, franchement, j'ai hâte de voir la suite et de voir si le méchant va être plus approfondi. Je voulais revenir sur un truc. Quand je disais que je pensais que la team Grandis c'était des bouffons et qu'ils en avaient conscience et c'est pour ça qu'ils jouaient dessus, je disais pas qu'ils étaient cons. Je disais juste que je disais juste qu'ils se comportent comme des bouffons, comme ça ils laissent leurs adversaires baisser leur garde. En fait, c'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est très malade leur part. Ouais. C'est un peu Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, si vous voulez. Oui. Ouais.
Mais après, je trouve quand même ça un peu cheaté que Hanson, non c'est pas Hanson, c'est l'autre, je me souviens. Ah ouais, Sanson soit aussi musclé, parce que quand même tendre des barreaux de 2 cm, 3 cm d'épaisseur, Moi, ça me dérange pas parce que du coup, ça donne un peu, ça montre que cette team, mine de rien, elle est capable de trucs pas négligeables. Après, oui, c'est sûr. Mais c'est loin d'être des incompétents, contrairement à la Team Rocket. Ou eux, c'est Mais des voilà, incompétents. C'est surtout qu'au début, ils ont surtout pas eu de bol, quoi. Ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait des gens qui aient inventé un avion, ils s'attendaient pas à ce que le navire de guerre les canarde, parce que bon, c'est quand même des civils. Qu'au moins, ils leur fassent des sommations, mais non. Tout ça. C'est plus par mauvaise interprétation de la chose que par incompétence, ils ont échoué au début. oui, c'est surtout ça. Tout ça. Bon, bah, du coup, personne n'a rien d'autre à rajouter, du coup? J'ai un tout petit chipotage à faire concernant la fameuse scène de la tour de Babel. Ça concerne justement la team Grandis et Jean qui se font électrocuter. Mais comme dirait Mayo, ils devraient être morts. Donc, Mais en fait, il faut savoir que c'est dans la VF, à ce moment-là, juste quand ils se barrent, les gens, ils ont pas dit il faut qu'on y aille laisser tomber le wagon comme ils l'ont fait dans la VO. Ils disent faut pas rester ici, c'est dangereux. Ouais. Et on Ouais, voit mais les là, autres c'est- rester après. C'est vrai que c'est un petit peu. Les faire rester là, bon, ça les impressionne, mais bon, alors déjà, ils devraient être aveuglés et ils devraient potentiellement être électrocutés. Ouais, ils avaient pas leurs lunettes. Mais oui, c'est voilà. ça que je dis, quoi. Mais oui, c'est que ça que je dis. Hein. C'est juste un petit détail, c'est du chipotage que je dis. C'est pourtant vrai dans la vraie vie, quoi. Oui. Ça, c'est. Oui, c'est vrai que c'est un peu abusé. Ils auraient dû être ailleurs. À la limite, qui se réfugie derrière, je sais pas, peut-être qu'il y avait une cabine qui avait l'air plus protégée que le reste, mais Oui, qui ou reste alors là qui comme ou des alors qui pompines tombe sur devant. l'endroit, ou alors qui tombe sur l'endroit où il y avait une vitre qui donnait sur la zone. Oui, voilà. Je pense qu'il n'y avait pas Ouais. grand-chose à changer pour que ça soit beaucoup plus correct. C'est la mise en scène qui est un peu foireuse sur cette scène-là, quoi. Ouais. C'est juste ça. Peut-être qu'ils ont pas, Ouais, tout simplement surtout- qu'ils n'ont pas créé un nouveau décor pour ça et ils ont fait une facilité Et- scénaristique. Et surtout un truc, c'est que quand ils se font électrocuter, t'es pas inquiet pour eux, tu te marres, en fait. Oui. Ouais, Moi, alors je me suis marré quand que... j'ai vu ce qu'on me décharge. alors que c'est pas drôle du tout en fait. Bah, oui, Bah, mais justement, on se marre parce qu'on sait qu'ils vont s'en sortir juste après. C'est surtout pour. Ouais. alors que ça vient d'une arme qui va détruire une île juste après, quoi. Ouais, mais elle va littéralement. Oui, mais après, en bas, c'est juste l'électricité et ça devient le faisceau destructeur qu'une fois que c'est dans la tour de cristal. Oui, mais du coup, moi je trouve qu'il y a un peu une dissonance. D'ailleurs, oui, pour moi, il y a aussi un gros problème. Enfin, c'est un gros problème. C'est que Nemo et sa clique, ils détectent une grande source d'énergie. Bon, jusque-là, admettons. Donc ça veut dire que la source d'énergie de la Babel, c'est une grosse source d'énergie. Mais si alimente cette tour, c'est une centrale à charbon. Enfin, ils disent que techniquement, elle pourrait alimenter Paris, Londres et Londres simultanément avec la moitié de la production. Donc ça veut dire qu'ils l'ont forcément améliorée. Elle produit beaucoup plus que pourrait produire une centrale de l'époque avec ce qu'elle consomme. Mais quand même, je trouve que c'est peut-être pas une si grosse puissance d'énergie pour être captée. Autant. Alors, on va dire que c'est une très grosse centrale à charbon. Ouais, on va dire ça. Qui du coup doit polluer un max. Oui, aussi. Donc en fait, quand ils vont dominer le monde, ils vont le flinguer avec la couche d'ozone. Oui, non, parce que par exemple, quand on verra quelle est la source d'énergie du Nautilus, parce qu'on va le savoir, on se dit, mais ouais, d'accord, mais alors si ça fonctionne aussi avec cette puissance-là, comment ils ont fait? Ouais. Bon, après, on va dire, c'est Attends, ça date des années 90, c'est ça? Oui. Ouais, donc, à la limite, c'est cohérent avec l'époque. Oui, c'est vrai. Mais aussi, une autre preuve aussi que c'est clairement les descendants des Atlantes, c'est que bon, il y a un satellite dans l'espace, et ils s'en servent. Et surtout, attends, ils ont pas dit que le satellite, Si, il a attendu là-bas depuis 12 000 ans. Il a attendu là-bas depuis 12 000 ans, oui, c'est un héritage ce satellite, c'est leur héritage. Et il est toujours en état de marche. Ça montre à quel point ils étaient avancés. Et surtout, heureusement qu'on est en 1800, parce qu'à cette époque, ça justifie pourquoi personne ne l'a jamais eu. Oui, entre autres. Quoique, ouais, mais enfin, même à l'époque, on savait regarder le ciel. Hein.
Oui, mais un petit satellite comme ça, un satellite, tu peux pas le voir avec un télescope forcément, hein. La Faut première vraiment le voir. photo en dehors de l'espace a été prise. La première photo de l'espace a été prise en 1940, si je dis pas d'ânerie. Ouais, un truc comme ça, ouais, c'était... Non, 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 c'est après. La première photo de l'espace, c'est après la Première Guerre mondiale, parce que les fusées ont été créées à partir des missiles V2 des Allemands. Ouais, 1950, je crois, je confonds. C'est pas 5 ans avant, c'est Donc 5 ans on après. est très loin de pouvoir enfin à l'époque là, ils sont très loin de pouvoir détecter ce satellite. Mais voilà, c'est pour montrer que voilà, c'est vraiment une technologie avancée qu'ils ont et c'est pas juste une bande de sectes qui vient du monde normal et qui sont voilà, non. Ouais, C'est tu vois, vraiment, c'est- c'est vraiment voilà, c'est une civilisation qui a plus de 12 000 ans donc c'est et ils pas ont tous les des humains têtes quoi. pointues. En gros, c'est pas des, Par bon, si contre- c'est peut-être des humains mais c'est pas les humains quoi. C'est Ils ont pas les lutté humains avec- actuels. Et surtout, avant les humains, ils avaient des chapeaux pointus, comme les Eldar. Voilà. Par contre, avec tout l'ego qu'ils ont et la technologie de fou furieux qu'ils ont, ça m'étonnerait pas qu'à la fin ça parte en couille toute cette installation. Qu'est-ce que tu veux dire par partir en couille? Bah que ça leur échappe que toute leur super machinerie s'emballe et que même eux soient paumés de comment l'arrêter. Bah non, Atlantis. Faire le contrôle, quoi. c'est eux qui ont tout créé. Hein. Ils ont construit cette base. Comme ils l'ont dit dans l'épisode d'ailleurs, j'ai pas précisé, ils ont mis 12 ans à construire cette base. Oui. Et d'ailleurs, pendant ces 12 ans, ça veut dire que d'ailleurs, pendant ces 12 ans, ils ont asservi le peuple de l'île qui n'a rien dit au monde extérieur, y compris, et que pendant ce travail, il y a les parents de Marie qui ont travaillé sur la centrale, etc. Et pourquoi est-ce qu'ils fuyaient? Ils ont craqué, ils ont fini par tout avouer? Ben, peut-être non, tout simplement qu'ils sont barrés parce qu'ils ont vu que leur projet arrivait à fond et qu'ils auraient plus besoin d'eux. Peut-être. Ça, c'est des trucs qui Bien posent des voir. questions. Est-ce qu'on aura des réponses? En tout cas, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est le genre de scénario, de questions que j'adore me poser dans un scénario quand je vois un film ou une série. Mais il y a Ou un jeu. beaucoup de questions. Après, je pense pas qu'on aura des réponses. Enfin, moi, je le sais, j'ai déjà vu la série, mais bon, je sais pas si on aura des réponses. Moi, j'adore les scénarios où on te fait croire que ça va juste être une simple secte, un simple track, et après tu te rends compte que c'est carrément un complot à l'échelle. Non, mais quand à je vous l'échelle dis que cette nationale. série, elle est pas inspirée que de 20 milieux sous les mers, comme certains l'ont dit, oh, c'est mieux 20 milieux sous les mers dans les commentaires de la vidéo de Mayo, la dernière qu'il a sortie, c'était l'autre jour. Mais... Ouais, bah, ça se voit. ils sont Non, mais inspirés moi, je suis en train de. d'Atlantis. Enfin, non, c'est même pas l'autre jour, c'était ce matin d'ailleurs. Qu'est-ce que je raconte? Mais. Ouais. Et voilà, non. C'est inspiré de 20 milieux sous les mers, c'est inspiré des récits de Platon, c'est inspiré de la Bible, c'est inspiré de la théorie de ci, de ça, du complot, et tout ça. La Ouais. Bible, ça est un complot. Et je peux pas dire de quelle théorie c'est inspiré, parce que sinon ça spoilerait la fin de la série. Mais voilà. Ah, justement, il faut mieux pas dire pour ceux qui ne suivent qui sont en train de découvrir la série. Il vaut mieux rien Oui, dire. non, mais voilà, cette série est inspirée de Ouais. tonnes de choses. C'est inspiré de certaines théories de complot, c'est inspiré de la Bible, c'est inspiré, enfin, de toute façon, de la Bible, des évangiles, des récits de Platon pour Atlantide, de 20 milieux sous les mers, voilà. C'est Il pas est juste bien. le capitaine Nemo, quoi. Désolé. Parce que quand j'ai vu Grégoire dire. Alors, pour moi, c'est clairement le capitaine Nemo. Dès que le capitaine Nemo et le Nautilus, c'est 20 milieux sous les mers. C'est juste une des inspirations. parmi d'autres. Justement, j'ai répondu à ça, quoi. C'est pas parce qu'il y a Nemo et Nautilus dans une seule œuvre que c'est forcément une adaptation de 20 milieux sous les mers. Oui. C'est pour ça que j'ai cité le film La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui est un mauvais. Oui, il mais sert à rien, clairement, Nemo, cette dans ce série film. a On est trop d'accord d'inspiration. là-dessus. Déjà, il y a trop d'inspiration pour que je puisse les citer, de 1. Et il y a trop d'inspiration pour qu'on puisse deviner où ça part. Enfin, sauf pour moi qui a déjà vu le reste, mais je fais en sorte de pas vous dire. Mais voilà. Ouais, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. On a, Voilà. On a fait le tour globalement. Et donc, merci de nous avoir écoutés. Et si vous venez pas de la vidéo de Mayo, allez la voir. Bye. Bonne journée. Et enfin, ou Bye bonne de la soirée. part, Salut. bye de la Au part, revoir. bye de la part de moi et de Naoko. Oui, Naoko qui a dû nous quitter pour aller manger. À plus tard. À bientôt. Au revoir.